arrête de parler. Allez, la première nouvelle nous amène à Tokyo, où, une fois de plus, grâce à la brigade de répression des violences sexuelles et sexistes dont je vous ai parlé la dernière fois, la police a arrêté un homme de 49 ans, qui a été pris en flagrant délit d'agression S sur une jeune fille de 14 ans. Donc je vais vous lire la dépêche. Donc la police métropolitaine de Tokyo a arrêté un homme de 49 ans après avoir agressé S-ment une collégienne dans un train. Selon la police, monsieur Minegishi Kazuhiro, un employé de restaurant de Yashio dans la préfecture de Saitama, a reconnu les faits et a admis avoir pratiqué ce genre de choses sur la jeune fille. Mais après avoir été placé en garde à vue pour une première période de 72 heures, eh bien on a retrouvé dans son téléphone pas mal de photos et de vidéos de sa main se promenant dans des endroits où il n'aurait peut-être pas forcément dû traîner. Et il a avoué finalement avoir agressé environ 50 jeunes filles depuis deux années. Donc les preuves trouvées sur son téléphone attestent de cette espèce de déferlement et de vagues de harcèlement et d'agression surtout sur ces jeunes filles. Les caméras de vidéosurveillance de pas mal de lignes de train et de métro ont attesté de sa présence dans pas mal d'endroits, et donc il a été déféré devant le procureur, qui a enfin pu mettre en application la loi récemment votée, justement, qui alourdit et qui a fixé des peines planchées pour ce genre d'agression. L'homme de 49 ans, donc, a reconnu avoir au moins agressé 50 jeunes filles entre 12 et 17 ans, dont certaines ont été véritablement agressées de façon grave, même si chaque agression est grave, mais certaines pénalement encore plus répréhensibles. Et on a retrouvé, bien entendu, une fois de plus, sur son téléphone, des contacts avec lesquels il échangeait des vidéos, des photos, etc. Et ça a permis donc à la police métropolitaine de Tokyo de pouvoir rentrer en contact et de retrouver certains de ces agresseurs et surtout de les faire tous tomber sous le coup de cette nouvelle loi de protection de l'enfance et de répression des violences sexuelles et sexistes, notamment sur des mineurs. Là pour l'instant, eh bien, il est toujours en garde à vue prolongée, donc ça va faire une semaine qu'il est en garde à vue, sachant qu'il peut encore y rester 2 semaines de plus, et le procureur ce matin, on est le 15, donc hier matin, le 14, a déclaré qu'il allait être placé en détention provisoire en attendant son procès, et en l'état, eh bien, il risque 15 ans de réclusion criminelle, ce qui me semble être un bon tarif. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles, bien entendu. Affaire suivante. Et on enchaîne, cette fois-ci, nous allons partir pour Haïti, pour la préfecture d'Haïti, où une femme a été retrouvée poignardée dans sa cuisine. Une fois de plus, une affaire, vous allez voir, dont vous avez l'habitude si vous suivez la chaîne depuis longtemps. Une femme de 73 ans a été retrouvée poignardée, à mort bien entendu, à son domicile à Obo, dans la préfecture d'Haïti. C'est ce que la police a annoncé le 11, c'est-à-dire il y a 4 jours aujourd'hui. Selon les rapports de police, la femme a été retrouvée dans la cuisine par sa fille, âgée d'une 50aine d'années, alors qu'elle rentrait chez elle vers 15 h le mardi 11, donc au moment où elle rentrait. C'est ce qu'ont rapporté les journaux du jour. Il n'y avait aucune information à ce moment de l'enquête. La police a déclaré que la victime avait été poignardée au visage et à la tête avec un objet semblable à une fourchette à viande, c'est-à-dire, vous savez, ce sont ces longues fourchettes pour le barbecue, puis avec un ustensile tranchant et aiguisé, donc un uto. Je dis ça pour les rediffusions sur YouTube. La femme vivait avec son mari, Takai Akira, 74 ans, et sa fille, donc il l'a retrouvée. La police, pour l'instant, a déclaré ignorer où se trouvait Takai, donc son mari, et il se trouve que l'on a retrouvé le mari qui n'est pas coupable, puisqu'il a la maladie d'Alzheimer. Il a donc quitté le domicile sans vraiment savoir où il se dirigeait. Il a été retrouvé
2 jours plus tard, donc le 13, par des patrouilles de la police préfectorale d'Haïti. Et il n'y a absolument rien qui indique qu'il puisse être à la base de ce meurtre, parce qu'il n'a jamais montré de signe de violence, parce qu'il est dans un type de maladie qui ne permet pas, d'après les premières expertises, d'après ce que j'ai pu lire dans certains journaux, de passer à l'acte. Là, pour l'instant, la police est un peu dans l'expectative. La fille est entendue par la police également. Il se pourrait qu'il y ait potentiellement une histoire d'héritage, ce qui semble assez peu probable tout de même, si on en croit les interviews des voisins qui parlent de cette famille. Donc la fille de 51 ans est célibataire sans enfant, s'est toujours occupée de ses parents, dont son père qui est malade depuis très longtemps. Donc c'est une affaire assez compliquée. Il n'y a pas eu de vol à la maison pour l'instant, on n'a retrouvé absolument aucun objet manquant, sachant que c'est une famille plutôt chiche. Vous voyez la maison en photo juste là, ça fait partie de ces petites maisons japonaises bon marché, hein. Vous voyez, c'est une maison qui est pas très large, c'est une maison de quelques pièces qui date de la période Showa au minimum, qui donc n'a pas une grande valeur, et effectivement on se doute que ce meurtre n'a pas été commis par un cambrioleur qui serait venu chercher quoi. Donc c'est une enquête assez compliquée, à moins que le mari soit vraiment le meurtrier comme le pensait la police à première vue, ce qui semble assez peu probable si l'on en croit les premiers résultats. En tout cas, je ne manquerai pas de continuer à suivre cette enquête qui s'annonce un petit peu compliquée, mais justement, c'est ce qui m'intéresse, donc je vous tiendrai au courant. Comme on dit, affaire à suivre et affaire suivre. Nous allons partir cette fois-ci pour la préfecture de Tochigi, et plus précisément pour Utsunomiya, qui vient de condamner un homme dont je vous ai parlé il y a longtemps, qui s'appelait Kaifu Manabu, un homme de 37 ans qui avait oxy son épouse Haruka, et sa belle-sœur dans la foulée, qui essayait de protéger sa sœur. Il les avait enfermées dans l'appartement, il les a battues à mort, et elles sont mortes de la suite de leurs blessures. Tout ça se passait en 2019, et ça a été une des premières nouvelles, une des premières news de Petit Satsujin dont je vous parlais. Eh bien, cet horrible monsieur Kaifu a été condamné à 20 ans de prison pour meurtre aggravé, donc assassinat et abandon de corps dans la montagne. C'est fait ça à Miyagi à l'époque. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, sauf pour l'assassinat de sa belle-sœur, pour lequel il a été uniquement condamné pour coups et blessures involontaires ayant entraîné la mort. Ça, j'ai pas vraiment compris les délibérés, mais enfin, c'était comme ça. Et merci beaucoup Miss Keo pour l'abonnement, merci beaucoup, nous voilà donc 56, merci. 20 ans de prison. Pas pour toi, hein, au contraire, Miss Keo, au contraire, 20 ans de félicité, merci beaucoup. 20 ans de prison pour ça, ça me semble quand même un petit peu léger, mais on va développer un petit peu. En fait, l'affaire avait été révélée, je vais vous faire un petit récapitulatif, et puis on en discutera après tout à l'heure ensemble. L'affaire avait été révélée lorsque l'épouse, justement, de Kaifu Manabu s'était rendue au poste de police de Sakura, dans la préfecture de Tochigi, le 18 janvier 2019, pardon, où elle avait déjà déclaré qu'elle était victime de violence de la part de son époux, qu'elle était victime de chantage aussi, que sa sœur était également victime. Arigatou gozaimasu. Merci beaucoup. Hop là. Merci. Arigatou gozaimasu. Merci. Un petit chai latte pour me retaper un petit peu, qui est très chaud. Je le pose ici. Et oui, les nouvelles sont de plus en plus agitées ici, mais on vit l'information ici. Justement, merci pour elle. En se basant sur les déclarations précédentes de la femme de Kaifu, eh bien la police a réussi à
refaire le parcours meurtrier qui l'a amené justement à la supprimer. Il y a eu justement ce délit et ce crime de séquestration. Il l'a affamé, il l'a battu, il a forcé sa belle-sœur à s'impliquer dans ce meurtre absolument atroce, qui elle-même a fini par disparaître. Enfin bon, c'est vraiment une histoire très très glauque, comme celle dont j'ai pu vous parler dans Les Amants de Kitakyushu. C'est pour ça que 20 ans me semble assez léger, mais enfin, le juge a même déclaré que c'était une insulte à la dignité humaine et à la souffrance de la victime, qui pensait que les souffrances et la fin de vie avaient été d'une cruauté inimaginable et sans précédent. Ça semble assez improbable de penser à tuer quelqu'un dans des conditions pareilles. Bien sûr, c'était pour des raisons financières. La deuxième, la complice, la deuxième belle-sœur, donc l'épouse de la belle-sœur de Kaifu, va être qui était co-responsable de cet horrible meurtre, va être jugée elle séparément parce qu'elle a été reconnue irresponsable de ses actes. Par des expertises judiciaires et psychiatriques. Là aussi, on pourrait en reparler parce que quand on relit un peu le déroulé de ce qui a pu se passer, la responsabilité me semble pourtant assez évidente. Mais bon, on ne commande pas de décision de justice même à distance, et je manquerai pas de vous parler de la suite du procès. Je tenais à clore cet arc-là de la famille Kaifu, parce que c'est par ça qu'on avait commencé. Donc le voilà parti pour 20 ans en prison. Oh, il a 35 ans, il sortira de prison à 55. On est jeune à 55 ans, croyez-moi. Affaire presque classée. Il n'y a plus qu'à attendre le procès de la demi-sœur, de la belle-sœur, pardon. Mais donc affaire presque classée. Affaire suivante. Oui, je sais, j'ai l'air de montrer le ciel du doigt parce qu'on va parler d'aviation. Je voulais vous parler d'un sondage qui a été commandé par la plateforme Expedia et deux agences de voyage japonaises et un journal, Mainichi Shimbun, sur le rapport des Japonais avec le voyage, et notamment le voyage à l'étranger. Et il ressort de cette étude. C'est une étude qui a été faite auprès de pas mal de populations dans divers pays, et il ressort que ce sont les voyageurs japonais qui sont les plus stressés que tous les autres dans le monde entier lorsqu'ils doivent s'asseoir à côté d'un étranger dans les avions. Et c'est même une source de stress telle qu'il y a certains passagers qui ont avoué avoir renoncé à un voyage, vraiment, parce qu'il devait être assis pendant un voyage long courrier à côté d'un étranger. Et c'est assez intéressant de lire cette étude, parce que ça n'a rien à voir avec de la xénophobie, avec du racisme ou quoi que ce soit. C'est vraiment une peur qui est ancrée durablement et très profondément dans l'esprit et dans l'ADN presque du peuple japonais, à savoir celle d'être mise en relation et en contact direct avec quelqu'un dont on ne maîtrise pas les codes culturels, et pire que tout, peut-être de devoir communiquer avec cette personne. Voilà. Je vais vous lire un peu le résumé de l'enquête. Donc c'est vrai que voilà, ils ont posé la question à des voyageurs de 11 pays du monde, et ils ont analysé les données, et ils ont découvert que dans les résultats, qu'est-ce qui vous rend le plus mal à l'aise ou stressé lorsque vous voyagez en avion? Et 26% des Japonais ont répondu être assis à côté d'un étranger d'un autre pays et que je ne connais pas. Voilà, et à tel point que ce stress leur gâche le trajet. 31% supplémentaires disent qu'ils demandent à changer de place si possible en parlant en japonais à l'hôtesse. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu très très souvent quand moi j'arrivais et que je me retrouvais assis à côté d'une dame ou d'un monsieur, plus souvent à côté d'une dame. Ils appelaient l'hôtesse en japonais en se disant lui il doit pas comprendre, vas-y on va demander. Et
Et excusez-moi, il n'y aurait pas une autre place, s'il vous plaît, parce que ça m'embête de m'asseoir à côté du monsieur, tout ça. Moi, en général, je me retrouvais, mais et je leur disais, en essayant de perdre la plus petite trace d'accent que je pouvais avoir, essayer de leur dire dans un japonais le meilleur possible. Excusez-moi, c'est moi qui vous mets mal à l'aise, mais si vous voulez, c'est moi qui vais changer de place. Et en général, elle devenait livide, elle s'asseyait, elle disait, oh non, tout va bien, pas de problème, non, c'est parce que... Et après, on se parlait plus pendant tout le voyage, ou au contraire, on devenait amis pour la vie, ce qui est déjà arrivé, mais c'était très rare. Voilà. Donc on a cette étude qui tombe. C'est quand même présent dans d'autres sondages dans d'autres pays. Pour les Américains, c'est 4% par exemple qui citent ça comme étant leur plus grande source de stress. Mais les 4% d'Américains qui disent que c'est une grande source de stress le pensent par rapport à d'autres critères, c'est-à-dire que dans ces 4%, c'est surtout à cause d'une peur de jugement par rapport à leur orientation sexuelle réelle ou supposée. Ils ont peur d'avoir des réflexions de la part notamment, c'est ce que disent les Américains, des passagers asiatiques qui parlent anglais et qui ont moins de filtres à parler, par exemple, d'un homme trans ou d'une femme trans qui est serré à côté d'eux. Et c'est vrai que certains passagers chinois, ça m'est arrivé moi de voyager, d'aller en Chine et d'être assis à côté de monsieur dans mes âges, on va dire, à l'époque j'étais plus jeune, et c'est vrai que certains Chinois sont assez sans filtre. Il n'y a aucun racisme dans ce que je dis, c'est juste des anecdotes, et il se trouve qu'il y a enfin bon, voilà. Bon, en tout cas, c'est ce qui ressort de ces études, j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc, ce qui a pour résultat, bien que les Japonais choisissent en majorité les compagnies japonaises pour voyager en choisissant des trajets directs sans escale. Et c'est vrai que vous trouverez assez peu de Japonais qui prennent des vols low cost, où en général ce sont des jeunes qui sortent en bande, qui partent en Europe ou aux États-Unis à 2, 3 ou 4, et donc qui sont plutôt partis pour faire des rencontres, se faire des copains et tout, mais dans les couples un peu aisés, dans les personnes seules, dans les personnes d'un certain âge, c'est du vol direct avec Anna ou avec JAL. Donc je trouvais ça assez intéressant. Donc on va pas s'apesantir sur l'étude, mais il y a beaucoup de choses par rapport aux toilettes aussi, que beaucoup de Japonais n'osent pas aller dans les toilettes des avions quand ils y vont, parce qu'ils ont peur que, même si c'est une compagnie japonaise, si des étrangers y sont allés, eh bien les toilettes vont être sales, vont être souillées, etc. C'est assez rigolo. Ça prouve un petit peu que l'image des étrangers en général au Japon reste à améliorer un petit peu. Et ce qui terrifie le plus, alors dans les 26% qui sont terrifiés par l'idée de s'asseoir à côté d'un étranger, ce qui terrifie 71% de ces gens, c'est la perspective qu'un voisin de vol veuille bavarder, voilà, mais ne soit pas linguistiquement capable de lui rendre l'appareil ou de mettre fin rapidement à la conversation avec tact s'il préfère un vol tranquille. Voilà. Et ça les panique tout à fait. Les personnes qui ont été interrogées sont totalement paniquées, alors que pour d'autres, par exemple pour les Français, c'est la nourriture qui arrive en priorité. Pour les Allemands, c'est la sécurité des avions qui arrive en priorité comme source de stress, etc. Ça change énormément en fonction des pays. Je trouvais ça assez marrant comme étude. Je voulais vous en faire part pour la dernière news de ce soir. Il n'y aura pas d'affaire à suivre puisqu'il n'y a pas d'affaire, mais en tout cas, pour en avoir parlé avec madame, elle comprend tout à fait la source de stress de ces personnes, de ces 26% qui disent que s'asseoir à côté d'un étranger dans un avion est la pire calamité qui puisse arriver.